mais peut-être si on peut un peu plus rentrer dans les détails un peu tactiques et de choix, parce que c'est ça qui nous intéresse aussi, globalement. Comme dit au tout début, je pense qu'il y a eu du très bon Darvin Ham et il y a eu du moins bon. Et je sais pas si, enfin, on va y arriver, mais en fait, ça tourne autour de Rui Hachimura. Moi, c'est un peu ça mon problème. Le très bon, je pense, le très bon choix qui a été fait, à mon avis, c'était de mettre Anthony Davis sur Nikola Jokic, défensivement, dès le début de ce match-là. C'est-à-dire, vous le savez, on en a fait des tonnes depuis l'an dernier, la série de playoffs. La stratégie que Darvin Ham a sortie de son chapeau et qui avait marché l'an dernier, c'était que Jokic était notamment beaucoup utilisé sur isolation ou dans le périmètre des 1 contre 1. Et voilà, et personne ne peut stopper Jokic en 1 contre 1. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on le défendait à 2. Et plutôt que d'avoir Davis en 1 contre 1 sur Jokic, on mettait Hachimura sur Jokic et Davis en deuxième rideau. Bon, on a vu que ça avait marché, mais pas tant que ça au match 1. Et là, l'ajustement, c'est non, on fait confiance à AD. D'ailleurs, je le précise, AD, Anthony Davis, magnifique sur cette série. Mais vraiment, je pense que on passe un peu à côté parce que là, il y a eu deux déclarations où d'abord, il est sorti en disant bon, je suis pas respecté par la NBA alors que je suis un des meilleurs défenseurs de NBA. Au passage, je suis un peu d'accord avec lui, pour le coup. Mais enfin, sur le côté, c'est un des meilleurs de NBA, pas sur le côté respect ou considération. Tout dépend à qui on parle, évidemment. Si vous m'écoutez moi, vous m'entendrez très souvent parler en bien de lui. Donc il y a eu cette déclaration un peu, et puis après il y a la fameuse sortie là, Jamal Murray a mis un shoot et puis drop the mic et puis il est parti en rage quit comme disent beaucoup. Bon, oui, forcément, mais la série d'Anthony Davis, elle est incroyable pour l'instant, défensivement et offensivement. Et donc, pardon, je me perds, je retrouve le fil, hop, j'ai attrapé. Oui, Davis sur Jokic, et ça marche plutôt pas mal. Et j'ai beaucoup aimé ce choix parce que oui, il est capable. Alors, il va pas y arriver à chaque fois, il y a toujours des possessions. J'en ai une en tête dans le Money Time, là où Jokic va au poste bas, il fait un N1 assez crucial pour cette fin de match contre Davis. Mais globalement, je pense que Davis est assez bon, et notamment en ce moment, pour te dire, ok, on peut tenter et on peut rester comme ça, mais sauf que, c'est là où je suis pas fan je suis pas complètement fan de ce choix de Darvin Ham. Pour moi, c'est le bon choix. Pour moi, c'est un bon choix. Et ça a payé, et ça marche. Donc c'est bien. Ça, c'est le bon côté. Le mauvais, et pourtant, parenthèse, mais vous savez, moi je défends plutôt pas mal Darvin Ham, que j'aime beaucoup, contrairement à beaucoup, mais fin de la parenthèse. Mais ce que j'aime pas, c'est qu'on n'exploite pas totalement ça, en fait. Parce que, la vérité, quel est le pouvoir potentiel de ce choix-là, de mettre Anthony Davis sur Jokic ? C'est que, en conséquence, alors, tu peux un peu modifier ton line-up. Et le fait d'avoir AD sur Jokic, ça pourrait te permettre de faire entrer un shooter de plus. Comme ça, tu peux jouer de l'autre côté, tout est lié, attaque et défense. Mais comme ça, tu peux aligner des line-up qui, de l'autre côté, peuvent jouer avec un bon spacing. Et même un très bon spacing, avec seulement Anthony Davis en non-shooter, ou en mauvais shooter, ou en tout cas en poseur d'écran, avec autour 3 ou 4 shooters. Donc, c'est là que réside aussi la force de ce move, de se dire, si on arrive à avoir Anthony Davis sur Jokic, ça peut nous permettre d'aligner des très bons line-up autour, en fait. C'est ça la valeur structurelle, comme on dit, la valeur structurelle d'Anthony Davis en poste de pivot, c'est ça. C'est que, en fait, tu peux le mettre sur Jokic et que derrière, il est tellement fort que t'as pas besoin justement de faire un peu ce côté, on va défendre Jokic à 2, on va mettre Hachimura en premier rideau et puis Davis en deuxième. Non. L'avantage de ça, c'est que tu pourrais aligner Davis plus 4 shooters, et c'est pas ce qui est fait. C'est pas ce qui est fait. Là, il est encore resté avec Hachimura. Et autant sur l'an dernier et sur la stratégie de Hachimura, premier rideau, plus Davis en deuxième rideau, je comprends. Je comprends totalement qu'on le fasse rentrer dans le 5 et qu'on lui donne beaucoup de minutes si c'est cette stratégie qu'on aborde. Ok. Mais pour moi, à partir du moment où tu remets Davis sur Jokic, tu n'as plus besoin d'Hachimura et de son profil. Enfin, je trouve, je pense qu'on peut faire beaucoup et beaucoup, beaucoup mieux. Et paradoxalement, c'est pas tant en défense que ça se voit, c'est surtout en attaque, en fait. Là, ça tout part en fait de ce schéma défensif et de ce choix qui est défensif. Mais pour moi, ça a des conséquences sur l'attaque. Parce que le nombre de possessions sur ce match 2, ou le spacing, ou plutôt le manque de spacing d'Hachimura s'est vu, pour moi, il est faramineux. Moi, quand je regarde les matchs, je m'amuse un peu je découpe au fur et à mesure, etc. Je regarde les actions. J'ai entre 20 et 30 possessions où c'est notable. On voit que
Ah ben non, là l'action est pas possible parce qu'Hachimura, il y a pas de spacing. Ah ben non, là ça marche pas parce qu'il y a pas assez d'espace, on peut pas driver. Ah ben non, là il met pas son 3 points, etc., etc. J'ai une action en tête de Austin Reeves qui attaque un close-out, qui passe Jamal Murray, il attaque un close-out, il se retrouve en plein milieu de la raquette, il y a Hachimura qui est complètement libre sur l'aile, bah il lui fait pas la passe quoi. Il fait pas la passe et il hésite, non je fais pas la passe et puis je prends le tir moi-même. Ou alors tu as des actions aussi où un espèce de système, alors j'avais jamais vu ça, ou un peu un système à 3 écrans carrément, pour Austin Reeves qui prend 2-3 écrans, ou D'Angelo Russell, Anthony Davis et LeBron qui sont quasiment en tête de raquette en écran, et dans le corner opposé t'as Hachimura mais qui est pas respecté par Porter Jr. et donc Michael Porter Jr. peut venir un peu occuper le terrain à l'intérieur et je crois que ça finit en Austin Reeves turnover. T'as d'autres occasions aussi comme ça. On a d'ailleurs le même système qu'on a vu en match 1, c'est-à-dire un espèce, cette fois c'est un double pick and roll mais qui rentre vers l'intérieur, donc depuis le côté vers l'intérieur. Quel est l'intérêt? C'est que t'as un poseur d'écran Davis qui va au panier et t'en as un deuxième qui va à 3 points, au pick and pop à 3 points sur l'aile. Et donc, si vous voulez, ça fait 2 défenseurs sur le ballon. C'est la défense de Jokic et de Denver, 2 défenseurs sur le ballon. Et donc, il en reste plus qu'un sur les 3, hein, sur ce jeu de 3 contre 3. Il en reste plus qu'un pour défendre soit le rollman, Davis au panier, soit le 3 points de Austin Reeves, ou je crois que c'est Austin Reeves. Donc, techniquement, tu es censé avoir un avantage. Mais sauf que s'est-il passé au match 1 ? Qui était dans le dunker spot plutôt qu'à 3 points ? C'était Hachimura. Qui était, cette fois-ci, là encore, sur ce même système qui a été joué sur le match 2, pareil, Hachimura qui est dans la raquette ou pas loin. Et donc, en fait, que se passe-t-il ? Le mec qui est côté faible et qui est censé être un 1 contre 2, il peut aller sur le shooter et la raquette est couverte par quelqu'un d'autre, en fait. Parce que Hachimura n'a pas ce 3 points. Et c'est là aussi où on rentre un peu, hein, comme tous les ans, dans ce truc de shooter de saison régulière versus shooter de playoff, ou en tout cas, à quel point la gravité n'est pas pourcentage à 3 points. Je pense que c'est un peu ça l'idée centrale, c'est que ta respectabilité, ta dangerosité en tant que shooter, à quel point tu vas attirer des défenseurs ou faire en sorte d'être respecté, ce n'est pas seulement est-ce que tu shootes bien sur la saison ou est-ce que tu shootes bien même depuis 2 ans, puisque cette année il est à 42% à 3 points, Hachimura, mais pourtant que vous voyez que non, il n'est pas respecté. Parce que historiquement, c'est pas un shooter et qu'on n'est pas sur un grand volume non plus. Il a 3 par match, je crois, cette année. Enfin bref, les défenses ne le respectent pas non plus. Donc il y a plein de petits systèmes, je vais pas tout développer, pas à l'audio, peut-être on le fera en vidéo d'ailleurs. Mais voilà, il y a plein de systèmes où tu te dis, mais non, ça marche pas, quoi. Il n'y a pas de spacing. Ou alors, quand on va le détailler aussi, mais quand ça commence un peu à cibler Jokic sur pick and roll, ça marche pas parce qu'il n'y a pas un bon spacing. Et puis, même, pardon, j'ai failli oublier. Surtout, c'est justement quand tu commences à vouloir cibler Jokic et que Mike Malone, là justement, c'est non, Jokic sur Anthony Davis, il se fait cibler, oulala, ça va pas du tout, on va le déplacer, on va faire un autre match-up. Le problème, c'est que tant que t'as Hachimura, ça passe comme match-up. Ça passe largement. Alors que, à l'inverse, imaginez à la place de Hachimura, nous avons un vrai shooter, un ailier. La donnée, elle est plus pareille. Si tu veux déplacer Jokic et tu veux l'enlever de Anthony Davis, il peut plus aller sur un Hachimura et zoner autour du panier et ne pas le respecter à 3 points, etc., etc. C'est même, surtout sur ce ciblage de pick and roll, on va y arriver, que c'est crucial, quoi. Parce que, pour moi, tu ne peux pas avoir un line-up où tu lui offres un peu cette porte de sortie, en termes de match-up. Tu ne peux pas avoir ce jeu et ce plan de jeu, qui a été très bon d'ailleurs d'attaquer Jokic. Ensuite, Mike Malone fait le contre-move d'enlever Jokic de Davis, ce qui semble normal. Mais si à la place de Hachimura, on a un vrai shooter, ça devient très compliqué quand même. Hein. Ça devient vraiment très compliqué pour Jokic. De soit venir ensuite défendre un petit sur des pick and roll entre petits, par exemple, et soit d'aller à 3 points, soit de faire un switch, Enfin, ça devient très compliqué. Et là, je trouve que on offre encore cette porte de sortie, ce qui est un peu dommage. Donc, il y a un aspect où le spacing, pour moi, est beaucoup trop pénalisant, et en fait, tu ne tires pas complètement profit de ce move, qui est un très bon move et qui a marché, qui a très bien marché, parce qu'Anthony Davis est fabuleux défensivement pour l'instant. Tu ne tires pas complètement profit de ce move de mettre Davis sur Jokic. C'est ça le plus dommage. C'est que ce move-là, en termes de line-up, pourrait te permettre de débloquer plein de choses, notamment des line-up un peu plus orientés shooting. Et c'est pas le cas. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que son spacing handicape pas mal l'attaque, je trouve, sur pas mal de possessions. En plus, il en manque de réussite. Et je parle pas que des 3 points.
Il y a combien de lay-up il a manqué sur ce début de série? C'est assez étonnant même. Il y a plein d'opportunités où bah, le décalage est créé, il reçoit la balle, il attaque un close-out, il va au panier, il manque le lay-up. Ou alors, tout l'aspect aussi qui est intéressant avec lui, c'est le côté je vais punir un match-up. C'est-à-dire que, bah oui, on a affaire à un poste 3-4, on va dire, qui, selon les match-up, selon les adversaires, peut avoir tel ou tel match-up. L'avantage de son profil, c'est que c'est pas un shooter né, mais c'est un intérieur de formation qui a plutôt un peu de post-up. À Gonzaga, il avait du post-up, c'est ça son jeu surtout. Et en effet, l'avantage du profil d'Hachimura, c'est que, que tu peux l'envoyer au poste bas contre pas mal de profils différents et tu as un peu un mismatch. Au moins un peu. Donc ça peut être une source d'attaque. Oui, Hachimura sur un ailier pas très costaud, sur un poste 4 pas très costaud, ou alors après un switch sur un poste 2, etc. Donc il y a de quoi faire. Mais, premièrement, il y a un manque de réussite sur ce début de série, sur ses 1 contre 1, sur ses match-up, quand il attaque les match-up. Donc, c'est dommage. Et puis surtout, c'est pas la série pour lui, sur cet aspect-là. C'est pas la série pour lui parce que il faut cibler Jokic, donc on a besoin de spacing, premier élément. Mais c'est pas non plus la série pour lui parce que ce côté match-up, ça marche pas contre Denver. Ça ne marche pas. Denver, précisément, c'est une défense, pardon, plutôt, qui n'a pas ce genre de points faibles. Contre, par exemple, si on prend les playoffs de l'an dernier, contre les Warriors, oui, t'avais plein de profils que tu pouvais cibler. Ciblable, ça se dit? Oui, je crois que ça se dit. Que tu pouvais cibler. Tu pouvais avoir une source d'attaque un peu secondaire en donnant la balle à Chimura contre tel ou tel match-up. Ok. Mais contre Denver, la force de Denver, c'est qu'en dehors de Jamal Murray, ils sont tous gros, ils sont tous grands, ils sont tous imposants. Donc, c'est pas du tout sur cette série que le côté, pardon pour l'anglicisme, mais pour la physicalité va marcher. C'est pas sur cette série que tu vas pouvoir un peu cibler des mecs sur des match-up au poste bas. Je trouve pas. En tout cas, peut-être un switch par-ci par-là, mais c'est pas évident, quoi. Denver n'est pas le type de défense contre qui, où se trouvent des joueurs que tu peux attaquer comme ça. Donc, pour moi, c'est pas la série d'Hachimura en tant que titulaire avec les titulaires. Pour moi, parce que spacing et attaque de mismatch, où en plus il n'est pas en réussite, mais de toute manière, c'est pas trop la série pour lui. Donc c'est un peu dommage. Pour moi, c'est un peu dommage. Et en plus, si je peux rajouter un autre élément, qui est aussi dans la défense, c'est que pour moi, il servirait bien mieux en tant que backup intérieur. Mais clairement, parce que on a un peu un problème actuellement. Alors, Vanderbilt est blessé pour l'instant, mais pour moi, c'est pas trop un intérieur, Vanderbilt, on va y arriver. Mais Jackson Hayes, c'est un peu cata Jackson Hayes, parce que Jackson Hayes, on est plutôt sur un grand, mais paradoxalement, c'est un grand mobile, qui cette saison a été beaucoup utilisé sur des schémas un peu en switch, notamment sa switch, la raquette avec Davis, une stratégie qui est beaucoup utilisée. Vous remontez même au match contre les Clippers en tout début de saison, en novembre. Jackson Hayes, en fait, il est utilisé pour faire des switches, et Davis switch sur des petits, Jackson Hayes switch sur des petits, et puis celui qui n'est pas impliqué sur le ballon, il peut être en deuxième rideau, un peu avec sa taille et sa longueur de bras. Mais là, le problème, c'est que ça marche pas sur les switches, et ça marche pas non plus sur les drops, où je crois que c'est avec la seconde unit où Denver et Jamal Murray sont quand même pas mal amusés face à Jackson Hayes. Donc pour moi, Jackson Hayes, il est pas trop jouable. Et bon, Vanderbilt est blessé, et Christian Wood non plus, pour moi, est pas trop jouable. Bon, pour l'instant, il est blessé aussi, mais bon, c'est pas la folie. Donc, pour moi, pardon, j'en reviens à Hachimura, je suis pas parti, mais je m'étais un peu éloigné. Hachimura, si je peux rajouter un autre élément aussi, c'est qu'il servirait aussi en tant qu'excellent backup intérieur, notamment, pour ce côté un peu viande, et les minutes sans Jokic aussi, ça peut être intéressant, pour tout ce qui est protection du rebond, etc., puis la taille et la longueur de bras, ok. Donc oui, il pourrait totalement servir en tant que backup big, et d'autant plus que les fois où tu as envie, par séquence, ce qui a été fait sur ce match 2, par séquence, même si à la base tu as AD sur Jokic, si par séquence tu as envie de enlever AD et de le mettre plutôt en deuxième rideau, t'as pas besoin d'avoir Hachimura, parce que LeBron peut totalement le faire, ça. Et il l'a fait, d'ailleurs, sur ce match 2. Donc, vous voyez, c'est un peu là-dessus où je trouve que on n'est pas sur totalement le bon choix, et je cristallise tout ça un peu autour de Hachimura. C'est pas que lui, évidemment, mais je parle un peu pour moi de quelles sont les implications tactiques de jouer avec ce line-up, quelles sont les implications tactiques de jouer avec ce joueur qui a certains compromis aussi. C'est pas pour dire tout est perdu à cause d'Hachimura, on est d'accord, évidemment. Mais pour moi, ça, c'est dans une série qui est à ce point disputée face à un tel adversaire, tu peux pas te permettre de pas gratter les points là où ils sont. Et là, pour moi, on est sur des aspects qui sont un peu évitables. C'est des épines dans le pied que tu te mets toi-même, en fait. C'est un peu évitable. Le spacing, c'est évitable.
Alors qu'à l'inverse, bah ouais, il pourrait totalement servir en tant que gros de la seconde unit, parce qu'il n'y a pas besoin de lui pour le faire aussi dans la première, parce que LeBron est là. Et LeBron, à son âge, bah oui, s'il faut être en premier rideau, alors ça va pas être parfait, on est d'accord, mais c'est vraiment pour ces séquences où tu as quelqu'un en premier rideau au contact de Jokic, plus Davis derrière. Donc je parle pas de dire on fait LeBron, isolation LeBron défensive sur Jokic. Non, non. Je dis, si tu veux parfois retomber dans ce schéma de Davis en deuxième rideau et LeBron est en premier rideau, en fait, tu peux le faire avec LeBron. T'as pas besoin d'avoir Hachimura. Et puis, d'ailleurs, je rajoute encore un élément, vous voyez que ça fait quand même pas mal de raisons de sortir Hachimura du 5, mais pour moi, on a aussi ce truc où, ça y est, Denver, ils sont passés en mode playoff. C'était pas trop le cas en premier au premier match, dans le sens où on a eu pas mal de minutes de DeAndre Jordan. Non, là, ça y est, sur ce match 2, on retrouve la configuration de playoff habituelle, c'est-à-dire pas de DeAndre Jordan, pas de Zekenaji non plus, Aaron Gordon au poste 5. Voilà, en backup 5, Aaron Gordon, et donc des schémas un peu en switch-all, notamment avec la seconde unit. Mais voilà, on resserre un peu la rotation, plus de DeAndre Jordan sur ce match-là. On retombe sur ce qu'on connaît de Denver d'habitude, c'est-à-dire Jokic plus Aaron Gordon, puis Aaron Gordon en backup 5 sur les minutes où il n'y a pas Jokic. Et donc pourquoi est-ce que je dis ça aussi, c'est que, ben ouais, Hachimura en backup big là-dedans, bah ça colle pas mal, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais face à en backup 5 sur le terrain que serait Aaron Gordon, bah Hachimura, ça va, quoi. Ça peut le faire, quoi. C'est pas comme s'il devait défendre un mec qui a de la verticalité, ou etc., quoi. Donc voilà. Après, le bon point, c'est que, comme on voit, et comme on a vu déjà l'an dernier, c'était sa force, c'est peut-être les gens ont oublié à quel point tout le monde était dithyrambique sur, sur Darvin Ham l'an dernier. Darvin Ham, il a pas peur de faire les ajustements. Il a pas peur. D'ailleurs, on le voit, dès le match 2, là, il en a fait un, assez gros. Pas complètement, il n'est pas allé jusqu'au bout de la logique, mais il l'a fait, de mettre AD sur Jokic, ok. L'an dernier, il a fait des tonnes d'ajustements en termes de line-up, en termes de qui je fais jouer. Souvenez-vous, l'an dernier, la fin de match avec Lonnie Walker aussi, dans le match crucial qui était quoi, le 4, je crois, 4-5, je sais plus. Mais Lonnie Walker qui a la main chaude, et à la fin, on appelle les systèmes de jeu pour lui, et c'est Lonnie Walker qui, à la fin, le play call est pour lui, et il les met les tirs, donc il fait gagner le match. Et même c'est un peu ce qui lui est reproché, c'est-à-dire que cette année, il y a beaucoup de monde qui dit, bah non, mais trop versatile. Trop versatile, il change d'avis trop souvent. Hein. Versatile, le mot français, pas le mot anglais. Versatile, le côté, ça change trop de line-up. Il est trop dans l'adaptation, justement. Alors que parfois, t'as pas besoin de toujours t'adapter en série régulière contre Charlotte et contre Orlando ou contre Portland, contre San Antonio, contre là je cite des mauvaises équipes, mais même en passant de, je sais pas moi, en passant de Philadelphie aux Clippers ou aux Pelicans, t'as pas besoin de tout le temps changer tes line-up, et pourtant lui il le faisait. Donc c'est là-dessus où je me dis, j'ai un peu d'espoir, et je me dis que ça pourrait être un move gagnant, parce que tu déplaces Hachimura lui-même en backup 5 contre Aaron Gordon défensivement, ça peut le faire. Tu as toujours LeBron pour faire un peu ce jeu de premier rideau, deuxième rideau, ok. Tu rajoutes du spacing aussi. C'est ça la vraie force, comme on dit, pour boucler la boucle. Ce que je disais au tout début, c'est que ça peut permettre, avec AD qui défend Jokic, d'avoir du spacing autour. T'as plus besoin d'Hachimura, qui était là pour la défense, mais t'as plus besoin. Et donc, quelles sont les options ? Bien, moi j'aimerais bien avoir un Taurean Prince. J'aimerais bien avoir un Taurean Prince qui n'est pas parfait, qui n'est vraiment pas parfait, mais qui je trouve très bon cette année dans ce rôle un peu de 3&D. La défense sur l'homme est top. Il y a un peu de drive aussi où il attaque les close-out. Il y a du spacing aussi. C'est un vrai shooter, un vrai extérieur. Donc voilà, moi j'aimerais bien Taurean Prince, et je me demande aussi à quel point que j'essaie de regarder un peu la rotation. Bon, alors, on a aussi du Gabe Vincent, mais Vincent, autant défensivement ça va, mais offensivement il y a rien qui rentre. Hein. Là on est de retour sur le Gabe Vincent 2022, on va dire, et pas celui de 2023, et pas celui des playoffs 2023 qui qui mettait des pull-ups à 3 points, etc. Là Gabe Vincent, il revient de blessure, c'est un peu compliqué. Donc pourquoi pas Vincent aussi un peu plus dans la rotation. Et puis non, moi j'aimerais bien que Max Christie revienne un peu dans la rotation, parce que c'est pas trop le cas. Joueur jeune, hein, joueur très jeune, je crois qu'il a encore 20 ans, ou il vient d'avoir 21 ans, qui défenseur 3&D, on va dire. Moi j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'on a eu d'excellentissimes passages en série régulière. D'ailleurs, contre Denver, au passage, on avait fait un match, on l'avait décortiqué sur Twitch. Si ça vous dit d'aller checker, ça peut être intéressant d'ailleurs. Mais voilà, Max Christie, pour moi, il peut totalement faire partie d'une rotation de playoff. Ce n'est pas le cas pour l'instant, mais moi, personnellement, j'aurais pas de mal à le refaire entrer dans la rotation, parce que ce serait un bon défenseur au point d'attaque, et ce serait aussi du shoot, et du mouvement, et un joueur de périmètre. Donc là-dessus, en termes de spacing, ça pourrait être cool, quoi. Bon,
peut-être pas Max Resti, lui, directement titulaire, mais voilà, imaginez si Taurean Prince remonte un peu dans la rotation, et pour être un peu avec les titulaires, apporter du shoot avec les titulaires, j'aimerais bien aussi de temps en temps voir Max Resti remonter et passer de DNP à seconde unité. Voilà, ça pourrait être intéressant. Après, aussi, dans les ajustements de line-up, il y a aussi Jared Vanderbilt qui peut être intéressant. Malheureusement, on perd un peu le côté spacing, hein. Même clairement, on perd le côté spacing avec Vanderbilt. Donc voilà, mais ça pourrait peut-être être intéressant dans le sens de la défense au point d'attaque et notamment sur Jamal Murray. Clairement. Qu'est-ce que je réfléchis ? Où est-ce que c'était ? Quand est-ce que c'était ? Ah bah si, c'était contre les Warriors. C'était en janvier dernier, là, le match contre les Warriors, où en fait, il a totalement sorti du match Klay Thompson à lui tout seul, Vanderbilt. Et toute la seconde unité était patinée et n'arrivait pas à créer d'attaque parce que Vanderbilt était sur Klay Thompson et que ça a complètement à lui seul freiné la source d'attaque de la seconde unité des Warriors à l'époque. Et pour moi, Vanderbilt, il a un peu ce profil-là. Et notamment, ce qui peut être vachement intéressant, c'est de le mettre sur Jamal Murray, bien sûr. Bien sûr. Donc, tu perds un peu le spacing, mais il paraît qu'il va revenir là pour le match 3. On attend de voir. Ça pourrait être assez intéressant de le voir au point d'attaque sur Jamal Murray. Je trouve. Hein. C'est bon, comme dit, hein, il n'y a pas le spacing, mais voilà, à voir, c'est aussi une option. Mais là, je trouve que ça colle pas avec Hachimura. Ça colle pas. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.